Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes, tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible, vécu de l'intérieur. Bonjour, bonjour. Nous accueillons Patricia. Bonjour Patricia, qui est psychologue, membre du réseau d'écoute de l'extraordinaire à l'Inexploré. Elle était venue nous partager ses expériences de mort imminente il y a quelque temps et aujourd'hui elle vient nous présenter son ouvrage Les enfants indigos, comprendre et accompagner ses enfants à la sensibilité extraordinaire. Bonjour Patricia, Bonjour merci de Audrey, votre... merci de votre accueil. oui, c'est vraiment un grand plaisir. Voilà, et je voulais déjà vous remercier de votre disponibilité, puis de votre courage aussi de répondre à toutes ces questions avec vos deux casquettes, hein, celle d'expérienceuse qui a vécu de l'intérieur ces phénomènes à l'adolescence et celle de la professionnelle de santé. Donc il faut entendre le terme courage dans son étymologie avec le cœur, hein. C'est comme ça en tout cas que je le mets aujourd'hui, parce qu'en même temps, il y a quand même très peu de professionnels de santé qui osent franchir ce pas en France et vraiment, je vous remercie vraiment d'être là avec nous aujourd'hui et, Merci. et d'oser. Donc, certains parlent d'expériences paranormales, d'autres d'états modifiés de conscience, de perception extrasensorielle, d'expériences exceptionnelles. Quelle est votre définition de ces phénomènes? Ce sont des phénomènes qui sortent de l'ordinaire, qui sont de plus en plus courants, hein. Quand vous êtes avec des amis, vous commencez à aborder ce thème de l'extraordinaire ou du paranormal, vous vous rendez compte qu'il y a maintenant à peu près une personne sur deux qui aurait vécu une expérience hors du commun, c'est-à-dire une expérience qui ne peut pas être prouvée scientifiquement. Ça peut être un rêve prémonitoire, ça peut être une très, très forte intuition, évidemment, une EMI, un VSCD, vécu subjectif de contact avec les défunts. Ça peut être un sentiment d'océanique, de fusion avec la nature. Mais en tout cas, tous ces phénomènes, sont encore relativement nouveaux et ne rentrent dans aucune case. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont au-delà de l'ordinaire, extraordinaires. Hum, Cette expérience, donc une personne sur deux, c'est énorme, hein, en fait. C'est énorme, voilà. Ça peut être juste: «Ah oui, j'ai fait un jour Ouais. dans ma vie et je me suis rendu Hum, compte, un rêve prémonitoire», puis d'autres hum, personnes qui vivent l'extraordinaire pratiquement au quotidien, hein. hum. Et est-ce que c'est fréquent chez les enfants? Il me semble, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, il me semble que j'avais lu qu'il y avait 75% des enfants au niveau des EMI. Est-ce que vous avez cette référence-là? Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, c'était énorme les EMI chez les enfants. Alors j'ai pas de chiffres pour les enfants. En revanche, avant, 5-7 ans, on va dire, l'âge de raison, l'âge où les enfants commencent effectivement à rentrer vraiment dans le cadre, à s'adapter, à se conformer aux règles sociales de leur environnement, en tout cas de nos sociétés dites modernes. Il semblerait, qu'avant cet âge-là, les enfants seraient beaucoup plus, en contact avec, l'invisible. On le voit quand on côtoie des tout petits, hein. On a reçu beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui disent: «Bah oui, mon enfant, il parle dans le vide». Alors c'est peut-être un ami imaginaire, c'est ce que disent les pédiatres. Il a peur du monsieur qui vient la nuit les voir. C'est peut-être un cauchemar, une terreur nocturne. Heu il va reconnaître, sur une photo, de notre arrière-grand-mère ou notre vieille grand-mère qu'on adorait: «Ah oui, oui, ça c'est la dame qui vient me raconter des histoires le soir». Enfin, des choses qui sont très bizarres. Vous avez des enfants qui vont dessiner, alors avant, c'est vrai qu'avant, 5 ans, c'est très, très difficile de pouvoir analyser un dessin d'enfant, mais qui vont dessiner, ce qu'on pourrait appeler comme des vaisseaux, d'extraterrestres. Qui n'ont alors
peut-être ils ont regardé à la télé ou à vidéo. Maintenant, c'est vrai qu'on a cette suspicion. Ils ont peut-être entendu parler, ils ont peut-être regardé sur vidéo, mais on a des témoignages d'adultes qui nous racontent que quand ils étaient petits, ils faisaient aussi des dessins comme ça, alors qu'ils n'avaient pas justement à l'époque internet, ni la télévision avec toutes les chaînes qu'on peut avoir et qui auraient pu les influencer pour pouvoir dessiner ou entendre des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que, avec tous les supports visio et autres, quand un enfant nous parle de certaines choses ou dessine certaines choses, on peut dire: il l'a vu, il l'a entendu». Mais les adultes qui nous témoignent qu'enfants et qui ont pour certains gardé leurs dessins d'enfants, hem, où ils racontaient à leurs parents, voilà, c'est des gens qui viennent de l'espace, c'est d'autres planètes où il y a alors on se dit: «Mais ils ont vraiment une très, très forte imagination» et voilà, donc en tout cas, on se dit que les enfants avant 5 7 ans auraient tous une relation avec l'invisible parce qu'ils ne sont pas encore barrés par la conscience, par les contrats, par le il faut être comme ci et comme ça pour pouvoir être intégré aussi dans la société et être dans le moule. C'est clair, c'est clair. Dans votre ouvrage, vous reprenez une classification, hein, qui caractérise ces enfants indigos. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors vous avez 4 classifications. Alors c'est pas moi, hein, qui ai fait ces classifications. C'est Nancy Entep, qui est une parapsychologue qui travaillait, dans une université américaine avec des scientifiques et cette médium voyait les auras des enfants. C'est pour ça qu'elle a appelé ses enfants les enfants indigos, parce qu'elle voyait une aura indigo. Maintenant depuis, vous avez des enfants, les enfants, arc-en-ciel, enfin voilà, vous avez tout un tas de cristal, vous avez tout un tas d'enfants qui ont des auras légèrement différentes. Mais à l'époque, elle voyait des auras autour c'est-à-dire le champ énergétique autour de ces enfants qui était, bleu, bleu-violet, un peu la couleur du troisième œil et elle a pu, à travers, toutes les études qu'elle a fait, définir, 4 grandes catégories, sachant qu'à chaque fois, ce sont des catégories, ce sont des étiquettes et on pose des étiquettes pour ensuite s'en affranchir, hein, on est bien d'accord et que vous pouvez avoir un enfant qui, a plusieurs de ces catégories. La première catégorie, c'est les humanistes. Les humanistes sont, des personnes qui seront plus tard des thérapeutes, des accompagnants spirituels, des religieux. En tout cas des enfants qui deviendront des adultes et qui sont déjà enfants, très ouverts sur la relation à l'autre, très versés sur l'écoute. Vous avez les conceptuels. Alors ça, ce sont des enfants et on en trouve un certain nombre chez les autistes Asperger, qui sont, très ouverts à tout ce qui est conceptuel. Création de programmes internet, enfin voilà, vous avez, c'est des scientifiques, mais avec, des scientifiques visionnaires. Une très, très grande ouverture, et qui conçoivent des programmes, enfin et tout ce ces catégories-là. Vous avez alors attends, L'artiste, je crois, l'artiste, voilà, voilà. j'étais en train de ouais, merci Audrey. L'artiste, alors l'artiste, il connecte intuitivement, alors avec certains médias qui peuvent être, la peinture, le dessin, la sculpture, n'importe quel support artistique qui connecte avec l'invisible pour délivrer des messages. Vous avez des cinéastes, hein, Spielberg, vous imaginez quand il a commencé à faire La Guerre des étoiles, enfin, c'était, très, très visionnaire son travail et à travers l'art, ils vont transmettre des messages. Ce sont en même temps les plus sensibles et les plus fragiles et susceptibles, notamment à l'adolescence, de verser dans la drogue ou de verser dans en emprise sectaire, malheureusement. Emprise sectaire d'ailleurs, qui a été, qui a fait le jeu d'une secte Crillon. Donc les indigos à une époque, ont été récupérés par la secte Crillon et en reprenant ce terme indigo, moi j'ai souhaité dépoussiérer et réactualiser ce terme indépendamment de l'emprise sectaire qui avait été, sont faits dans les années 80. Et le dernier, c'est l'interdimensionnel. L'interdimensionnel, il aurait toutes les qualités. Il est à la fois artiste, il est à la fois humaniste, conceptuel et l'exemple que je donne toujours quand on me demande, un exemple d'interdimensionnel, c'est parce qu'il y a toujours eu des indigos, hein, c'est, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui est
à la fois un grand conceptuel, hein, il a écrit des machines, un grand artiste, quelqu'un qui avait une très, très forte présence, qui était un humaniste et qui a laissé, d'ailleurs des traces, Ent entre la Joconde et tout ce qu'il a transmis. Alors on le connaît plus comme un artiste, mais c'est un très, très grand conceptuel aussi, un très grand humaniste. À l'époque, on n'avait pas de sécurité sociale, on n'avait rien, donc évidemment, c'était les rois et les princes qui lui donnaient, de l'argent pour qu'il puisse, peindre, dessiner, sculpter. Mais aujourd'hui, on a des artistes et des cinéastes qui peuvent nous délivrer des messages, et construire des programmes, mettre en avant des systèmes absolument incroyables qui nous donnent l'idée de ce que pourrait être notre terre, notre système, quelle que soit, la voie que l'on pourrait prendre, de la plus sinistre à la meilleure. Et là, le pont que l'on fait avec les conceptuels, c'est la physique quantique. Moi, je ne comprends pas grand-chose à la physique quantique, je ne suis pas du tout une conceptuelle, mais la physique quantique explique énormément de choses, notamment ce qu'on a pu voir, vous et moi dans notre, NDE, comme quoi tout est tout le temps recalculable en fonction des choix qu'on va faire. C'est Ouais, ouais, on est vraiment sur quelque chose que notre esprit humain a énormément de mal à concevoir et les conceptuels, eux, arrivent à le non seulement à le concevoir, mais en même temps, grâce à leurs travaux, à pouvoir nous donner, quelque part des preuves scientifiques tangibles de ce qui est possible de vivre, de faire et de comprendre. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Et vous citez aussi dans votre ouvrage les travaux de votre collègue Marie-Françoise Neveu. Mmh. Alors, j'aimerais bien partager avec nos auditeurs alors, la merveilleuse conférence à laquelle j'ai assisté il y a environ une quinzaine d'années. C'était parce qu'elle était très incroyable. C'était une conférence parents-enfants. Et elle avait installé les enfants devant Mmh. et les adultes derrière, donc les enfants avaient entre 5 et 12 ans. Et en quelques minutes, elle nous a prouvé que les enfants actuels ne raisonnaient pas du tout comme les adultes et qu'ils utilisent plus particulièrement leur cerveau droit et leur côté intuitif. Enfin, c'était assez incroyable. Elle a juste pris un tableau, elle a tracé 2 lignes verticales, hein, parallèles, en leur disant c'est un arbre. Qu'est-ce qui manque? Alors tout de suite, les branches, les feuilles, les fruits, les oiseaux. Puis timidement, il y en a quand même un qui a dit les racines. Et puis ensuite, elle a écrit une phrase où uniquement la première et la dernière lettre des mots étaient justes et à l'intérieur, toutes les lettres étaient mélangées. Elle demande aux enfants de lire les phrases. Les enfants lisent sans aucun souci. Derrière, les adultes commencent à essayer de décrypter. Hein, Et ensuite, elle a écrit une autre phrase où elle a changé toutes les voyelles en chiffres. Les enfants, très facilement, lisent les phrases. Derrière, il n'y avait plus que quelques adultes qui arrivaient à lire. Et moi, ça m'a marqué, mais vraiment quelque chose de... Parce que c'était vraiment une expérience incroyable. Et ce qui était le plus touchant, c'était de voir ces enfants assis par terre, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'ils étaient en train de percuter, ils se tournaient vers leurs parents, à l'air de dire « Tu vois, je t'avais dit » ou « Tu vois ». Et c'était assez fabuleux. Voilà. Donc, vous, quelles sont les difficultés que ces enfants rencontrent? Comment vous pouvez nous parler de ces enfants qui ont une sensibilité quand même assez extraordinaire? Quelles difficultés ils rencontrent, La ces première enfants? difficulté, c'est de ne pas être écouté, de ne pas être compris, avec le risque, qu'ils se renferment sur eux-mêmes et malheureusement avec un risque de dépression, hein, j'en parle dans mon livre. Un enfant et on le voit, c'est aussi le parallèle avec les expérienceurs, hein, quelles que soient les expériences que les personnes ont vécues, les adultes, adolescents et enfants d'ailleurs. On a besoin d'être intégré, d'être compris, d'être accepté et pour les enfants, d'être, compris d'abord par leurs parents. Donc les parents sont les premiers, en première ligne et ça bouscule d'abord les parents et pour les parents qui ne peuvent pas entendre ce que leur enfant leur dit,
d'autant plus si le pédiatre souligne que l'enfant a un problème, parce que malheureusement, des fois, les parents emmènent, cet enfant qui dit voir l'invisible, qui raconte des choses qui sont tout à fait incompréhensibles chez le pédiatre, qui va confirmer, oui, qu'il y a un problème de santé mentale. Et alors là, on arrive, malheureusement des fois à des traitements pour les enfants qui sont hyperactifs, la Ritaline. J'ai rien contre la Ritaline qui peut aider certains enfants, mais de donner aussi, des traitements, neuroleptiques, antidépresseurs chez de jeunes enfants alors que, ils ont simplement besoin d'être accueillis dans cette spécificité, d'être rassurés aussi parce qu'un enfant qui voit l'invisible, c'est pas toujours une sorte d'ami imaginaire avec lequel il joue. Ça peut être aussi, une âme errante, ce qu'on peut appeler une âme errante, qui voit de la lumière et qui rentre et qui fait peur à l'enfant la nuit. Ça fait partie des très nombreux témoignages qu'on a pu recevoir, à l'INRES, de parents qui sont démunis face à un enfant justement qui a très, très peur. Et un enfant qui a peur, on le sent, hein. C'est pas un enfant qui fait un caprice, qui est terrorisé et des parents qui sont épuisés d'avoir l'enfant toutes les nuits dans leur lit parce que l'enfant il a peur et que faire avec ça? Donc c'est vrai que pour les parents, c'est des fois un parcours du combattant pour trouver, des professionnels de santé qui, connaîtraient bien le diagnostic différentiel, qui est valable pour les adultes, les adolescents et les enfants et qui pourraient accompagner les parents, les familles à accepter, accueillir, comprendre aussi, ce que l'enfant peut vivre, à le rassurer. D'abord, qu'il n'est pas tout seul à vivre des choses comme ça et à lui donner des clés aussi pour, des fois prendre du recul et fermer la porte tout simplement. Parce qu'un enfant, c'est comme je l'explique, hein, nous en tant qu'adultes, on laisse pas rentrer n'importe qui dans la maison et pour un enfant qui est en prise avec l'invisible, il y a un moment donné, il faut qu'il ferme parce que, il faut qu'il dorme, il a besoin de vivre sa vie d'enfant aussi. Je précise toujours, ce sont des enfants avant tout parce que une autre difficulté, c'est des adultes qui vont en faire, des petits dieux ou des enfants, exceptionnels. Bon, tous nos enfants sont exceptionnels, extraordinaires, certes, mais ils ont besoin de vivre leur vie d'enfant avec cette spécificité. Comme vous avez des enfants qui sont très doués à l'école, en maths, d'autres qui sont très doués en sport, donc qui sont très, très doués en dessin. Bon, ces enfants-là sont ouverts à l'extraordinaire, l'invisible et ils ont besoin qu'on les apprenne, qu'on leur apprenne, qu'on les aide justement à gérer tout ça et ne pas être envahis en permanence. Est-ce qu'on a pu mettre en évidence ce qui pourrait déclencher ces phénomènes chez les enfants? Alors la plupart de ces enfants, des enfants en général, ont cette ouverture à l'invisible, hein. C'est ce que les médiums disent en tout cas, apparemment, plus ou moins, mais en tout cas même dans le ventre de la maman, ils les médiums nous racontent qu'ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent et que vous avez des personnes même qui ont des mémoires intra-utérines, hein. C'est absolument incroyable. Spontanément ou sous hypnose spirituelle de régression, hein, qui est une autre, qui n'est pas de l'hypnose, médicale, qui n'est pas l'hypnose, érectionnelle classique. L'hypnose spirituelle de régression est une hypnose très, très intéressante qui permet de remonter, potentiellement dans d'autres vies ou dans l'entre-vie. Encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, quelquefois, c'est tellement, incroyable de retrouver quelque chose que ça devient curatif par rapport à une phobie, par rapport à une compréhension d'une difficulté de notre vie. Je ferme la parenthèse. Donc en tout cas, pour la plupart des enfants auraient encore cette ouverture, sur l'invisible, sur le spirituel qui se referme, comme je le disais tout à l'heure, peu à peu, du fait qu'ils ont besoin d'être intégrés aussi dans une société et dans nos sociétés modernes, c'est pas bienvenu. Contrairement aux sociétés natives, aux sociétés, primitives où ces enfants-là peuvent être des héritiers, parce que ça peut passer de père en fils ou de mère en fille, des héritiers de chamans, de sorciers ou qui sont tout à fait reconnus justement comme un élément, très précieux dans une société. Parce qu'ils ont cette ouverture à l'au-delà et toutes les sociétés primitives, natives
ont cette sagesse que nous n'avons plus dans nos sociétés modernes, ont cette ouverture à la spiritualité, à la transcendance. Ils savent très bien qu'un arbre a besoin de racines pour pouvoir s'étendre très haut dans le ciel. Mmh. Oui, exactement. C'est exactement ce que disait Marie-Françoise Neveu, en fait, hein, que c'est des enfants, voilà, qui bougent beaucoup parce qu'ils ont besoin justement de revenir dans le corps, dans la matière, voilà. Et c'est ce qu'elle avait, voilà, voulu expliquer avec son arbre là, ces Mmh, deux, mmh, mmh. juste, voilà. Euh, quel conseil on pourrait donner aux parents justement, voilà, imaginons, moi je me rappelle, j'avais eu comme ça un petit garçon qui m'avait dit que bah voilà, il était au périscolaire et puis bah, d'un seul coup il a vu sa sœur arriver, sa grande sœur, hein, qui avait quelques années de plus que lui, venir le chercher et que bah lui il était parti en courant avec ses chaussures, son manteau et qu'en fait bon les maîtresses qui étaient là en fait l'avaient arrêté et lui disaient mais où tu vas et en fait sa grande sœur était arrivée quelque temps après et il m'avait dit mais ça me semblait bizarre parce que je l'avais vu arriver en dansant. Mmh. Et puis après, il m'avait dit, mais comment je fais pour savoir ce qui est juste et ce qui est pas juste parce qu'il était encore petit et c'est vrai que bah, on peut voilà rencontrer ce genre d'enfants qui ont des préconitions comme ça. Il a juste eu l'information que, bah, que sa grande sœur arrivait. Bah, voilà. Et c'est vrai que les adultes autour, bon, bah, on réagit comme n'importe quel adulte. Hein, ils ont Bien sûr. protégé l'enfance, ce qui est normal. Mais voilà, quel conseil on pourrait donner aux parents, aux éducateurs, finalement à tous ces gens qui sont autour des enfants et qui gravitent autour pour les accompagner dans ces situations-là. Mmh. Encore une fois, d'écouter l'enfant et de ne pas rejeter a priori ce qu'ils disent. Ensuite, il y a plein de supports, hein, que je recommande, qui sont la pâte à modeler, qui sont le dessin, qui sont, l'expression simplement orale et écrite pour les plus grands de ce qu'ils vivent. Et dans l'exemple que vous citez, on voit le petit garçon qui s'habille et puis ma grande sœur va arriver, lui dire, «C'est ta grande sœur qui devait venir te chercher aujourd'hui?» «Oui, non». «Écoute, là, regarde, tu vois, elle n'est pas encore arrivée, mais je crois que tu es très intuitif comme petit garçon parce que tu sens qu'elle va arriver». Alors ça peut être: «Oui, il sait qu'elle va arriver et comme il a tellement envie qu'elle vienne le chercher, bah, ça, c'est son imagination qui va construire quelque chose ou bien c'est une intuition et la différence entre l'imagination et l'intuition, surtout chez les enfants, c'est un petit peu difficile, à à faire la part des choses. Quand vous entendez un enfant qui vous dit: «Bah, tu vois, le carton là, c'est ma maison, c'est mon château et puis, on ferait comme ci et puis on fait semblant que et puis toi tu serais» bon là, on est carrément dans une construction imaginaire. Un enfant qui d'un seul coup vous dit, «Bah, tiens, oh regarde, toi, il y a une dame qui est comme ci, comme ça» et l'adulte regarde à côté, il y a personne. Voilà, ah bah, écoute, moi je le vois pas, hein. Ne jamais mentir à un enfant, évidemment, ne pas valider une expérience pour soi-même, à savoir: «Moi je ne vois pas, mais bah, dis-moi comment elle est cette dame, décris-moi» et en fait, accompagner l'enfant à exprimer les choses tranquillement, sans avoir l'impression, sans avoir peur, sans et puis, évidemment, bien connaître la psychologie de l'enfant pour savoir si c'est juste de l'imagination. Il a tellement, tellement envie que ça se arrive, donc il va dire: «Bah, je vais déjà me préparer à l'avance». C'est souvent le cas des enfants. Mais là, je vois ma sœur qui vient me chercher. Ah, dire, «C'est ta sœur qui devait venir te chercher aujourd'hui?» «Donc oui, non, non, bah, peut-être que c'est ta sœur qui va venir te chercher. Tu as deviné que c'était tu as une bonne intuition». Voilà, simplement banaliser quelque part, la chose, sans en faire, sans le monter en épingle, sans évidemment surtout pas disputer l'enfant et puis quand la sœur arrive, dire: «Bah, oui, oui, effectivement, du coup, tu as drôlement d'intuition, hein, tu avais deviné que c'était ta sœur qui venait». Point, c'est Mmh, tout, c'est tout c'est ça. simple. C'est ça, c'est vraiment finalement peut-être donner du sens, essayer en tout cas de donner du sens sans finalement, voilà, si on ne connaît pas le sujet, ben, on ne connaît pas le sujet, mais au moins la reconnaître, quoi. C'est ça, le reconnaître, écouter l'enfant et puis, ensuite il peut y avoir des validations, hein, «Ah bah, tu vois, bah, dis donc, tu es drôlement intuitif parce que normalement c'était ta maman qui venait te chercher?» Et là, c'est ta grande sœur, tu l'as deviné. Bah, dis donc, tu as pas beaucoup, beaucoup d'intuition, hein. Mmh, Et puis c'est mmh, tout. voilà, Et l'enfant, il voilà. est tout content et ça Ben, bien passe. sûr.
Bien sûr, bien sûr. Oui, il m'est arrivé d'entendre aussi parfois des professionnels de santé dire ne vous inquiétez pas, vers 7 ans, cela va passer. Cela va Euh, passer. J'aime bien le terme, faut-il, oui, ça oui, va ça lui va passer. passer, donc faut-il attendre que ça passe ou au contraire encourager l'enfant à intégrer cette réalité qui est la sienne. Ces enfants sont très sensibles, visiblement sont de plus en plus nombreux. Et est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Comment vous voyez ça? Alors d'abord, on ne va pas encourager un enfant à Hmm. vivre l'extraordinaire. Non, bah ça c'est clair. Hmm. Donc non, on ne va pas en faire un petit être exceptionnel, même si pour nous il l'est, mais on va juste accueillir, accompagner ce qu'il exprime, ce qu'il dit, comme comme un talent, surtout si ça continue après, comme un enfant qui serait très, très doué en sport, très, très doué, en dessin, voilà, qui aurait de différentes aptitudes. C'est une aptitude parmi d'autres et lui expliquer que, alors là, les enfants sont très, très attentifs quand on leur explique ça, que dans un certain nombre de sociétés, comme les sociétés natives, donc on explique ce que c'est que les sociétés natives, ces enfants-là sont très, très bien intégrés dans une société, parce qu'on sait très bien que l'intuition, l'hyper-intuition sont très importantes, notamment dans des sociétés de danger où, il faut développer, cette sorte d'intuition très forte pour éviter, les accidents, pour éviter d'être mordu par un serpent et cetera et cetera. Donc, dans ces sociétés, c'est très important d'avoir beaucoup d'intuition et qu'en fait, eux, ils ont cette intuition-là, mais qu'on est en France comme dans d'autres pays, dans des endroits, dans des sociétés qui ont un peu de mal pour l'instant à accepter ces talents-là et et que donc ils nous en parlent à nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs et autres, mais voilà, ils pourront peut-être pas en parler à tout le monde parce que, ils vont, comme c'est pas encore très répandu, on va trouver qu'ils sont bizarres. Donc simplement de leur expliquer ça très tranquillement, ils comprennent très, très bien. Parce qu'un enfant, il va spontanément parler de ce qu'il voit. Moi, j'étais enfant et je parlais, du fait que je voyais des auras autour des gens. Je trouvais ça normal et en fait, j'ai compris qu'on me regardait bizarrement et que les autres ne voyaient pas comme moi. Donc j'ai arrêté d'en parler. Donc si et les personnes les plus importantes pour les enfants, c'est leurs parents et leurs grands-parents, parce que on a des grands-parents, des oncles, des tantes qui sont fiés à nous, hein, parce que les propres parents ne sont pas ouverts. Eh bien, c'est à eux de faire, un petit peu la transmission d'informations et d'expliquer aux enfants ce qu'ils ont à vivre avec ça et comment l'exprimer autour d'eux ou justement le garder pour eux. Mais c'est important qu'ils aient au moins une personne à qui ils peuvent se confier, vraiment. Oui, oui, c'est ça que j'entendais par justement encourager à intégrer. Évidemment, c'était pas encourager à faire un petit roi avec des capacités extraordinaires. Hein. Oui, C'est que ça fait plutôt, partie d'eux. c'est exactement. Et puis finalement, c'est peut-être plus ordinaire qu'on imagine. Finalement, En tout ce cas, genre. apparemment, il va y avoir de plus en plus d'enfants qui ont ces capacités-là. Avant, c'était très, très souvent des enfants qui héritaient d'une transmission familiale, ce qu'on appelle un don, une douance, parents, grands-parents, oncles et tantes. Mais nous recevons des témoignages et des patients où on n'identifie pas du tout dans la famille, un ancêtre qui aurait ce genre de don. De plus en plus d'enfants arrivent comme ça spontanément et pour moi, c'est vraiment, comme une espérance aussi que notre société, grâce aussi à tous ces êtres qui arrivent et il va y avoir une sorte de bascule, hein, ce que j'espère. Alors dans combien de temps? 20 ans, 50 ans, 100 ans? On est de toute façon dans une sorte de transformation là, tous les 26 000 ans, hein, comme disent les astrologues. Un bouleversement de nos croyances et une bascule de notre civilisation. Donc on espère, non pas que le 20e siècle, ça spirituel ne sera pas, comme disait notre ancien ministre de la Culture, mais en tout cas qu'on va avoir dans les dizaines d'années à venir, les centaines d'années à venir, une bascule d'un monde plus ouvert à la spiritualité. Ces enfants-là en sont les prémices. Ils nous préparent au monde d'aujourd'hui et de demain. Parce que souvent, enfin, vous en citez quelques-uns dans votre ouvrage, hein, que je mettrai, voilà, je mettrai les références en commentaire, mais vous citez quelques-uns de ces très beaux messages que ces enfants peuvent vous décrire. Est-ce que vous pouvez nous en partager un ou deux, peut-être qui vous ont profondément touché, parce que ce sont des messages profondément spirituels, profondément humains, je dirais.
Je me souviens d'un enfant qui m'avait dit, «Il y a une lumière dans chacun. Je vois la lumière dans chaque personne». Mais tu sais, le problème, c'est que les gens, ils savent pas qu'ils ont la lumière. Oh, c'est trop beau. C'est mignon, hein? Mm, mm, Ouais. mm, Et mm. hem et cet enfant, il me disait: «Mais moi, je sais que je suis venu sur terre pour aider les enfants à allumer leur lumière, Oh, waouh. pour aider les gens à allumer leur Mm. lumière». Ouais, c'est trop beau. Quand Ouais, vous c'est trop entendez ça, beau. Ouais. d'un petit bout, je sais pas quel âge il avait, le petit, il devait avoir, 4-5 ans, enfin, vraiment, dire ça, voilà, pendant la thérapie, pendant qu'il jouait, parce qu'évidemment les enfants, c'est par le jeu et le dessin. Et voilà, moi je sais ce que j'ai à je sais pourquoi je suis venue, hein. Et les gens, ils ont tous la lumière, mais beaucoup le savent pas et moi je suis venue pour, aider chacun à voir la lumière qu'il a en soi, pour allumer la lumière. Ah oui, oui, hein, vraiment, donc ça donne foi quand même, en la vie, hein, bon, quand on entend des choses comme ça. Et puis des enfants qui savent qu'ils sont plus vieux que leurs parents. Des enfants qui ont une sorte de sagesse. D'un seul coup, ils sont en train de jouer, en train de parler, puis d'un seul coup, il dit: «Oui, je sais, papa et maman, ils sont petits à côté de moi, hein, oh là là, c'est moi le grand», enfin, des trucs comme ça. Mais et je me souviens d'un enfant plus âgé qui me disait: «Je peux pas dire», alors il était au potentiel, hein, le gamin. «Je peux pas dire à mes parents puis à la maîtresse que je sais plus qu'eux, mais en fait, c'est vrai, hein. C'est pour ça que je m'ennuie tellement à l'école», hein, parce qu'il était aussi au Ben potentiel. oui, ben oui. Mm. Voilà, Ouais. ça fait partie de ces des petites phrases comme ça qui sont extrêmement, touchantes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je réponds? Je dis: «Bah, ouais, tu dois savoir plus. Bah, tu qu'ils le comprennent. Puis il y aura un moment donné où tu pourras le dire, puis tu vas voir, là, ils seront d'accord avec toi». Ah bah, j'espère que ça va venir bientôt, hein. Bah oui, oui, oui. Et c'est vrai que ces témoignages-là sont vraiment très positifs et très porteurs de messages vraiment d'espoir, en fait. Pour nous autres adultes qui pourrions éventuellement voir le côté très sombre de la société dans lequel on est, Ouais. ils sont vraiment porteurs ouais, de plein de lumière, comme disait ce petit Oui, oui, enfant. oui, oui. Et c'est vrai que les personnes qui me disent: «Mais on est dans une société très matérialiste», mais oui, sauf qu'on comme on est dans une fin de cycle, vous savez, c'est comme un évier qui se vide. À la fin, ça va très, très vite et là, il y a ça s'accélère. Et une autre image que j'ai, c'est notre terre qui s'ébroue comme un chien parce qu'on est des parasites quand même, nous les êtres humains, hein, pour l'instant. Au lieu de protéger la terre, et entre parenthèses les animaux, c'est pour moi des anges à poil, hein, venus sur terre. Hem, la terre se nettoie aussi. Et ça, c'est très, très difficile, effectivement à intégrer, cette notion de sens donné à notre venue sur terre. Il y a des personnes, même des enfants qui sont venus sur terre, voilà, pour «se sacrifier» entre guillemets, pour nous apprendre des choses, pour vivre des choses absolument atroces dont certains se souviennent qu'ils sont là pour ça, d'autres non. Et surtout pour les familles naturellement autour. Heu et puis des personnes qui disparaissent lors de grands, catastrophes climatiques. Mais bon, il semblerait quand on est allé de l'autre côté, maintenant, il y a rien qui puisse le prouver, mais vous l'avez vécu moi aussi, que tout a un sens. En tout cas, je vous remercie profondément, Patricia, de nous partager votre expérience, voilà, autour de ces petites lumières, ces enfants juste très lumineux. Et est-ce que vous voulez ajouter un petit mot pour la fin? Le petit mot que je pourrais rajouter, c'est que, mon livre, comme toutes les personnes qui écrivent, les personnes qui, comme vous, donnent la parole à des expérienceurs, et à des messagers de lumière, on est là de plus en plus nombreux pour, faire basculer aussi. On participe à Mm, faire basculer, tous ensemble parce que isolément on peut rien faire. mm. C'est tous ensemble qu'on peut arriver à faire basculer, notre civilisation vers plus de lumière, plus d'amour, plus de connaissance avec un grand C, connaissance des lois divines en fait, et d'incarner l'amour et la lumière sur cette terre. Merci beaucoup. Mais merci Audrey. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité.
ou comment rendre visible l'invisible.